Voilà sans doute le plus beau spectacle auquel puisse assister un terrien. Voir défiler les paysages de notre planète depuis la coupole d'un vaisseau spatial qui navigue à 450 km d'altitude et 28 000 km/h. À cette vitesse, un astronaute français réalise chaque jour 16 fois le tour du monde, traverse l'Atlantique en quelques dizaines de minutes. On s'approche des côtes de l'Afrique. Cet astronaute a été envoyé ici pour accomplir sa première mission en apesanteur. Une mission scientifique de 6 mois dans la Station spatiale internationale. La station spatiale, pour moi, c'est un rêve d'enfant, parce que j'ai grandi en regardant les astronautes à la télé, en rêvant d'être à leur place. Puis aujourd'hui, les missions de 6 mois, c'est vraiment devenir un citoyen de l'espace et s'approprier cet environnement-là. Le corps s'adapte, on évolue vraiment en apesanteur pendant 6 mois, donc on s'habitue à tout ça. C'est vraiment le rêve de voler, de se libérer un peu de son corps et puis de regarder les choses de haut. Récit d'un rêve de gosse devenu réalité. Retour en images sur la mission Proxima, la première aventure spatiale de l'astronaute Thomas Pesquet. Le compte à rebours est lancé. Il est 2h20 du matin en ce 18 novembre 2016. Le thermomètre affiche moins 25 degrés. Le ciel est clair. Et soudain, la Terre tremble. La nuit s'embrase. En quelques minutes, la capsule Soyouz gagne l'atmosphère. Le voyage est encore long et éprouvant, car il faudra plus de 2 jours avant que la Station spatiale internationale n'apparaisse en ligne de mire. Après 51 heures de voyage, il ne reste maintenant plus que quelques mètres pour que Thomas touche enfin à son rêve. À l'intérieur de l'ISS, Sergei Redjikov, Andrei Borisenko et Shane Kimbrough, l'équipage présent depuis 2 mois dans la station, préparent les caméras pour immortaliser l'instant. We are standing by now for contact and capture of the International Space Station. Range is 25 meters. Понял вас. Copy. Понял. Видим Мишейка. We see the target, 4 squares. Standing by for contact. The Soyuz MSO-3 has arrived at the International Space Station, docking occurring at 3:50 À 3h48, le sas s'ouvre, libérant Oleg, Thomas et Peggy. Première sensation en apesanteur dans leur nouvelle maison. Quelques minutes après leur arrivée, l'équipe prend contact avec la Terre. Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous.
Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Merci maman, on a une super équipe, tout va bien se passer, faut pas s'inquiéter et puis voilà, je donnerai des nouvelles régulièrement et puis dans 6 mois l'atterrissage on sera moins spectaculaire mais aussi efficace. En quelques jours seulement, Thomas a pris ses marques en apesanteur. Sur son temps libre, il nous fait un cadeau exceptionnel. À notre demande, il prend régulièrement le temps de filmer son journal de bord en nous faisant ainsi partager en caméra embarquée son quotidien d'astronaute. On découvre l'un des plus récents modules financés par les Européens, la Coupole, extraordinaire poste d'observation de la planète. On distingue ici le Soyouz, les panneaux solaires qui fournissent l'énergie à l'ISS et un cargo spatial qui permet le ravitaillement régulier en vivres et matériel. La station, elle marche à l'énergie solaire. Quand on est dans la partie ensoleillée de notre trajectoire orbitale, on emmagasine de l'énergie, on la fournit aux utilisateurs, nous à l'intérieur, tous les systèmes de la station, mais on l'emmagasine dans des batteries. Et puis quand on passe dans la partie à l'ombre, derrière la Terre, en fait, à l'opposé du Soleil, on utilise de l'énergie stockée dans les batteries pour continuer à alimenter tous ces systèmes de manière stable. Chaque astronaute a des journées de travail planifiées à la minute près pour réaliser un maximum d'expériences. Car la station est un laboratoire unique, le seul dont dispose l'humanité où la gravité n'est pas ressentie. Thomas doit au total mener près d'une centaine d'expériences. Chaque jour, il réalise une ou plusieurs manipulations, puis communique les résultats au sol, notamment au CNES et au CADMOS à Toulouse. Durant sa mission, il va par exemple travailler sur un dispositif permettant de purifier l'eau, réaliser des tests de mécanique des fluides et de résistance de matériaux. Il se livrera aussi à des tests sur son organisme pour analyser son vieillissement prématuré afin de mieux préparer les futures missions spatiales au long cours. Scuba station on 2 instead 4.6. You will need to extend the sample, the PCG sample too. Déjà 1 mois que Thomas est dans l'espace. Il est parfaitement dans les temps par rapport à son programme et aujourd'hui, un cargo spatial apporte son nouveau lot d'expériences scientifiques et de provisions à l'équipage de l'ISS. HTV is navigating on RVS and has begun RVAR approach. Okay, thank you. Quand on a un véhicule ravitailleur cargo, lui nous apporte des pièces détachées, de la nourriture, des habits, de l'eau, des expériences scientifiques. Et ensuite, nous, on le remplit en échange de tous nos déchets. Si Thomas s'est entraîné durant de longues années pour cette manœuvre, l'usage du bras robotique reste un moment stressant pour lui et son équipier Shane Kimbrough. Avec parfois le soleil dans les yeux, les astronautes doivent synchroniser un rendez-vous à 28 000 km/h entre le cargo spatial japonais piloté par le Centre de contrôle à terre et l'ISS. And Thomas, with those lighting conditions now back to nominal, you have a go for HTV capture sequence. Step 4 in robotics procedure 1.110 HTV capture. Begin monitoring the backaway cue card. Comme pendant l'exercice, le bras robotique piloté par les astronautes doit être manœuvré avec une extrême précision pour capturer le cargo spatial et l'arrimer à la station. 1 meter. Over the pin. Approaching the envelope. Trigger.
Close capture blue. Yes. Very good. Great job, Shane. We copy. We see the same. Mission accomplie. You have that go. L'équipage immortalise ce baptême du feu pour Thomas. Selfie de rigueur pour partager ce succès sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous depuis la Station Spatiale Internationale. C'est pas le Père Noël qui vous parle. Je suis Thomas Pesquet, ingénieur de bord pour l'expédition 50. À bord de la Station Spatiale, nous on a évidemment un dîner qu'on va partager tous ensemble. En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef français. Donc c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Ensuite, en plat de résistance, du poulet au vin jaune et au mori, traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser à ma famille une fois que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes collègues. Et enfin, en dessert, du pain d'épices aux pommes. Encore une fois, ça me rappelle mon enfance. C'était vraiment un de mes desserts préférés quand j'étais petit. Donc, ça me permettra d'être en pensée avec ma famille, à défaut d'être présent lors de la réunion de famille. Tout ça pour dire que Noël à bord de l'ISS, évidemment, on va le fêter. Alors, joyeuse fête de fin d'année depuis l'ISS, de la part de tout l'équipage de l'expédition 50 et de moi-même. Joyeuse fête à tous. Après Noël, l'équipage fêtera le Nouvel An dans la station. Déjà 2 mois en apesanteur. Le corps s'adapte, mais souffre. Il grandit même jusqu'à 5 cm en quelques mois. Mais il subit surtout un vieillissement prématuré. Réduction de la densité osseuse, perte oculaire, atrophie du cœur. Des effets négatifs contre lesquels Thomas et ses coéquipiers luttent au quotidien dans l'ISS. Ces effets se résorbent en partie quelques mois après leur retour sur Terre. Mais il est déterminant que Thomas s'entraîne chaque jour pour limiter cette dégradation physique. Dans l'espace, on flotte toute la journée. Il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Les muscles du dos, les muscles des cuisses. On est obligé de faire 2h30 de sport par jour pour limiter la perte osseuse et la perte musculaire. Cette machine s'appelle Civis. C'est tout simplement un vélo d'appartement en version spatiale. Il est isolé en vibration du reste de la station pour évidemment pas transmettre les efforts réalisés pendant la pratique sportive à la structure de la station spatiale et aux expériences qu'utilise la microgravité. Une fois installé, on dispose d'une interface qui nous permet de choisir des protocoles ou des programmes d'exercice spécifiques. Et c'est parti pour un tour de France spatial. Un des grands avantages de cette machine, en plus du fait qu'elle permet de nous garder en bonne santé, c'est qu'elle a une vue imprenable juste en dessous de mes pieds en ce moment, c'est la cupola avec vue sur la Terre. Donc c'est quand même la salle de sport avec la meilleure vue du monde. Ok, aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement nos chambres à coucher. C'est ce qu'on appelle les crew quarters en anglais. Il y en a 4 ici.
Dans ce module, il y en a un en haut, qui est au plafond, Sergei, un collègue russe, un sur le côté tribord, où dort Peggy, la collègue américaine, un sur le côté bâbord, c'est le quarter du commandant de la station, Shane Kimbrough, et le mien, il se trouve ici, tout simplement sur le plancher, et je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Il y a mon nom dessus, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et à l'intérieur, c'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon nécessaire de bureau. Et ici, évidemment, on accroche tout au mur, parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apesanteur. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet, qui est tout bêtement accroché, et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça, et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en apesanteur. Vraiment, dès que je me mets au lit, enfin, mettre au lit, c'est une façon de parler, dès que je m'attache dans mon sac de couchage, je m'endors très bien. C'est reposant aussi de flotter dans l'ISS. Le soir, souvent, je me couche le dernier en général, donc ça m'arrive de me déplacer dans l'ISS. Toutes les lumières quasiment sont éteintes, à part quelques veilleuses. Et puis voilà, je me laisse flotter tout doucement, il n'y a pas un bruit. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est la métaphore du bébé dans le ventre de sa mère ou quelque chose d'autre, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment une sensation qui est apaisante, qui est vraiment fascinante, qui moi me plaît énormément, et je pense que pour moi, en tout cas, cette sensation de flotter, elle fait partie du rêve de l'espace. On peut voir les planètes, on voit la Lune très distinctement, on voit Mars, on voit les étoiles qui scintillent pas, qui sont très fixes, mais c'est assez magnifique. Ça nous permet surtout de nous rendre compte que cette planète bleue là qui brille un peu dans la nuit, elle est très isolée dans tout ce noir et dans tout ce vide du cosmos. J'ai jamais fait de photographie avant, si ce n'est avec mon smartphone, un peu comme tout le monde. Mais je me rappelle que mon père faisait de la photographie. Et d'ailleurs, on le chambrait un peu avec mon frère et ma mère en lui disant qu'il faisait de la photo d'art, mais comme quoi il y a peut-être des gènes de photographe. Ça fait partie de la formation, par contre. On a quelques heures pour découvrir un peu comment servir des appareils photo compliqués, parce que c'est pas des petits appareils photo, c'est des grands réflexes un peu professionnels qu'on a ici, beaucoup d'objectifs différents. Si je clique tout bêtement sur la carte et que je demande au logiciel quand est-ce qu'on passera au-dessus de cet endroit, il peut me le dire avec une précision assez exacte. Voilà, il faut qu'on passe au bon moment, dans les bonnes conditions, il faut que la météo soit bonne. Et ensuite, il faut avoir le bon appareil photo, le bon objectif, suivant ce qu'on veut prendre. Qui sont magiques, l'eau des Bahamas, c'est incroyable ce que ça fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça fait tellement de dégradés de couleurs au même endroit, de bleu. Et c'est ça qui m'a impressionné, à quel point c'est beau, je m'y attendais pas. Parce qu'en photo, même si c'est quand même bien, ça rend pas justice à la réalité. Chaque photo a ses paramètres, une aurore boréale ou une ville la nuit, une ville de jour, c'est pas la même chose, mais voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, puis surtout je vais garder mes petits secrets de fabrication. Tous les jours aussi, on prend un peu de temps pour observer la Terre, pour regarder la planète, pour communier un petit peu avec la nature depuis la station spatiale. Et c'est une vue aussi qui nous fait réaliser à quel point la planète est fragile, à quel point il faut la protéger. Donc c'est aussi un message que j'ai à cœur de passer dans la communication, où je dirige surtout vers les jeunes principalement.
Nous, on observe très nettement la pollution, que ce soit atmosphérique, les villes polluées, des nappes de dégazage de pétroliers dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, ça on peut le voir. On peut voir des rivières qui charrient beaucoup de déchets avec des changements de couleur des eaux. On peut voir des coupes forestières en Amazonie, au Brésil. De là-haut, Thomas est comme un veilleur de la planète. De ce poste idéal d'observation, lui qui a emporté symboliquement les accords de la COP21 dans l'espace, peut évaluer de ses propres yeux l'impact de l'homme sur son écosystème. Malheureusement, on voit tout ça, et moi, ça me renforce dans ma conviction qu'il faut agir maintenant et pas attendre demain. Le réchauffement climatique, c'est un enjeu d'aujourd'hui, c'est pas un enjeu du futur. Les semaines passent. Thomas, Peggy et Oleg enchaînent leurs expériences, engrangent les données scientifiques et les souvenirs. Puis arrive le grand jour, la ceinture noire du spationaute, la sortie extravéhiculaire, la marche dans le vide spatial. Une des similitudes entre le judo et puis le métier d'astronaute, c'est par exemple dans une sortie extravéhiculaire. Là, on parle d'effort physique, ça dure 6 heures, il faut se battre contre le scaphandre, parce que la différence de pression, en fait, se traduit par une résistance au mouvement du scaphandre. Et ben là, c'est un peu un combat du haut du corps, tout bêtement, contre le scaphandre. Dès qu'on veut serrer les mains, c'est comme si on écrase une orange, donc c'est vraiment similaire au travail de la garde au judo. Au centre de contrôle du Johnson Space Center à Houston, les équipes de la NASA se mettent en place, épaulées par l'astronaute italien Luca Parmitano. Durant une sortie extravéhiculaire, il a failli perdre la vie, son système de refroidissement défaillant ayant provoqué une fuite d'eau dans son casque qui manqua de le noyer. Thomas attend depuis son enfance cet instant magique où il va franchir le sas et s'envoler dans l'espace. Après 4 heures d'effort, Peggy est soulagée d'être parvenue à installer Thomas dans sa lourde combinaison. And Thomas, you'll first be attaching your anchor hook to the airlock curved handrail 0506. That's the starboard forward tether point. Copy, starboard forward tether point. Or you choose anchor to close the thermal cover. Durant cette sortie, les 2 astronautes doivent changer 4 batteries et faire de la maintenance sur un système de refroidissement défaillant. Premier mouvement dans le vide spatial, les gestes sont encore maladroits. Thomas doit se sécuriser en permanence grâce à la ligne de vie en acier qui le retiendrait à l'ISS en cas d'incident. On a les mêmes règles de sécurité qu'en escalade ou qu'en via ferrata. Il faut à tout prix rester attaché à la paroi à tout moment. La meilleure métaphore de la sortie extravéhiculaire, c'est qu'on fait de l'escalade en armure, en fait. À terre, le centre de contrôle donne, mètre après mètre, ses instructions à Thomas et Shane pour les diriger vers leur objectif. Lors de cette mission, Thomas a la chance d'utiliser une toute nouvelle caméra HD. Spécialement conçue pour les sorties extravéhiculaires, elle résiste à des températures variant en quelques minutes, de moins 150 à plus 100 degrés. Il nous offre ainsi le privilège d'une qualité d'image exceptionnelle dans le vide spatial. Deuxième moitié, j'étais perché sur une plateforme tout en haut de la station avec sous mes pieds vraiment le reste de la station et puis la Terre qui défilait. Donc c'était la meilleure vue du monde. C'est
un peu le rêve dans le rêve, la poupée russe du rêve spatial, la manière ultime de voler. En fait, non seulement nous, on vole de manière extrême, c'est-à-dire à 450 km d'altitude, à une vitesse de 28 000 km/h, donc c'est vraiment des chiffres qui donnent le tournis. Quand en plus on va sortir dans notre scaphandre, là, on devient nous-mêmes un objet volant. Quand on est dans l'espace, on ressent le monde dans sa globalité. En fait, on voit que c'est fragile, on voit que l'atmosphère c'est mince, c'est vraiment, ça contient toute la vie qu'on connaît partout dans l'univers, que le reste c'est complètement noir. C'est des choses qu'on sait déjà. Je l'ai pas appris ici, tout ça évidemment. Je le savais déjà avant, mais ici je l'ai ressenti. Donc ça devient vraiment du domaine du sentiment. Après près de 6 heures de mission dans le vide spatial, le planning de tâches est largement effectué dans le timing prévu. Thomas et Shane auront même pu effectuer des opérations additionnelles. Prendre quelques photos et faire quelques selfies. Première sortie, c'était beaucoup de sensations en fait. J'ai eu du mal à imprimer vraiment ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup d'adrénaline, parce que c'était l'aboutissement d'un rêve, parce que j'étais vraiment extrêmement concentré pour essayer de vraiment tout faire bien, de ne pas faire une seule erreur, parce que c'est une chance incroyable. Il y a des gens qui sont astronautes pendant 30 ans et qui font pas une seule sortie. Il ne reste plus que quelques jours à Thomas avant de monter dans la capsule Soyouz pour redescendre sur notre planète. C'est aujourd'hui sans doute l'une des dernières fois qu'il peut prendre quelques minutes pour profiter d'une vue qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. La Terre, c'est notre vaisseau spatial, hein. On est quelques milliards avec des ressources limitées. On ne s'est pas choisi, on n'a pas choisi ses voisins, on n'a pas choisi le pays d'à côté, mais on n'a pas le choix. Il faut entretenir le vaisseau et faire en sorte d'utiliser les ressources de manière durable pour que le voyage continue. Durant les 6 mois de sa première mission dans l'ISS, l'astronaute français Thomas Pesquet a été un magnifique envoyé spatial. Le visage rayonnant de la France en apesanteur et un héros pour la jeunesse. Il a passionné le grand public avec ses expériences scientifiques et l'a sensibilisé à la protection de l'environnement. Il a offert le récit de son quotidien en donnant à chacun le sentiment de vivre la mission à ses côtés et de pouvoir ainsi partager une part de son rêve. Moi, je fais un métier en coopération internationale, vraiment. On essaie de faire avancer la science, la connaissance. C'est important de s'ouvrir, c'est important de comprendre que le monde, il se fait avec les autres, pas contre les autres, qu'on a plus besoin de ponts que de murs, il me semble. Avec ses équipiers russes et américains, avec nous, il a su faire exister une utopie, celle d'une humanité vivant dans un monde sans gravité, en paix et en harmonie avec son unique vaisseau spatial, la Terre. Après 196 jours de mission, c'est le jour du retour pour Thomas et Oleg. Avant de quitter la station, ils souhaitent rendre hommage à leur équipière Peggy Whitson, qui va rester encore 3 mois dans l'ISS. Et je voudrais dire qu'Oleg et moi-même sommes très fiers de faire partie d'une telle équipe et d'avoir volé avec Peggy. Peggy, c'est une légende. C'est aussi une femme incroyable. Ça a été absolument génial de travailler et de vivre avec elle durant ces 6 mois dans l'espace. On va enfiler le scaphandre, dire au revoir à ses collègues, se glisser dans le Soyouz, fermer le sas, vérifier que tout est étanche, et puis ensuite se désarrimer de l'ISS. On a des espèces de crochets qui nous maintiennent arrimés, on les décroche, des ressorts qui nous poussent en arrière, et ensuite c'est les moteurs du Soyouz qui vont prendre le relais. On quitte l'ISS, on s'éloigne. Une fois qu'on est à 400, 500 mètres, un peu plus, on va commencer à aligner le vaisseau, à le mettre sur la bonne orbite de rentrée. Après un tour complet de la planète, à 140 km d'altitude, le Soyouz se séparera en 3 parties. Seul le minuscule module de descente pénétrera dans l'atmosphère.
Cette dernière phase périlleuse va durer 23 longues minutes avant que la capsule ne touche le sol du Kazakhstan. La partie la plus impressionnante, c'est à partir de la rentrée atmosphérique où là vraiment on freine, ça échauffe la capsule et le bouclier thermique et là c'est vraiment feu d'artifice parce que sur les hublots on voit des étincelles passer, des flammes de tous les côtés jusqu'à ce que les hublots soient carbonisés et qu'on ne voit plus rien du tout. On est monté jusqu'à 4,5 G à peu près. Et ensuite la charge redescend à 3,5 et là le parachute s'ouvre, les fenêtres qui ont été carbonisées sont éjectées, et là on peut voir dehors. Et là on a l'impression que le sol est vraiment très très près. Après l'avoir vu à 450 km d'altitude pendant 6 mois, là on se dit oh là là, mais on est quand même très très proche. Et puis ensuite le moment le plus spectaculaire c'est l'atterrissage qui est réputé doux mais qui n'est pas vraiment. C'est vraiment comme un petit accident de voiture avec des tonneaux. On a touché de manière assez dure, ensuite la capsule a un peu roulé jusqu'à ce qu'elle se stabilise. L'équipe de secours est venue nous récupérer très rapidement, ils étaient là vraiment quelques minutes, ouvert le sas et là on a vu les visages familiers et puis c'était le retour sur Terre. Très affaibli par le voyage et incapable de marcher en raison de la gravité terrestre, Thomas et Oleg doivent être portés pour signer la capsule, comme le veut la tradition. Dans la nuit, Oleg rentre en Russie et Thomas atterrit à Cologne, au centre des astronautes européens. Il a déjà repris des forces, mais sa démarche reste fragile. C'est difficile de retourner sur Terre. La gravité, quand on ne l'a pas connue pendant 6 mois, c'est chaque mouvement un peu difficile. Le système d'équilibre ne marche pas très bien. C'est pour ça que j'ai des médecins qui m'aident. Il ne faudrait pas que je m'écroule en descendant les marches de l'avion, des choses comme ça. Salut à tous, merci d'être venus. Des étudiants en sciences ovationnent Thomas. Ils sont venus accueillir leur héros, qui, les yeux pleins d'étoiles, peut maintenant savourer le bonheur d'être revenu vivre sur Terre.